Bonjour, dans cette vidéo, nous allons commencer à approfondir la défense harlequin, vue du côté des noirs, en analysant des parties complètes. Parce que c'est comme cela qu'il faut procéder si on veut vraiment comprendre les plans d'une ouverture. La première partie qui va nous intéresser a opposé Jacek Stopa à Marc Narciso Dublan, tous deux grands maîtres, à l'Open de Moncada en 2011. Et elle illustre à merveille comment attaquer le centre des blancs dans la variante des 4 pions. Je ne vais pas revenir en détail sur les tenants et les aboutissants des premiers coups, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo d'introduction à laquelle je vous renvoie à travers le lien ci-dessus. Je vais donc directement me rendre au 7e coup des noirs, fou 6. Coup essentiel, puisqu'on prévient C5. Maintenant, C5 serait inoffensif, puisqu'on aurait la case D5 pour notre cavalier, immédiatement, étant donné que le fou sécurise la case. Et fou 6 pose également la question au pion C4. On ne peut pas le prendre, ce pion, tant qu'on n'a pas roqué, parce qu'à la fin, on aurait un désagréable échec en A4 qui gagnerait la pièce en C4. Donc ça serait une attaque double entre le roi et la pièce qui serait en C4. Mais cette question est posée pour les prochains coups. Les blancs ont deux manières de traiter la position, soit sécuriser tout de suite le pion en jouant B3, soit jouer D5 pour gagner encore un petit peu plus d'espace, quitte à affaiblir le pion E5. C'est B3 qui a été choisi dans la partie. Arrêtons-nous un instant sur la position. Les blancs ont joué 6 coups de pion contre 2 seulement pour les noirs. Ils ont donc gagné de l'espace, mais en échange, ils ont un léger retard de développement. Je dis léger parce que ce cavalier a perdu du temps en jouant 3 fois, ce qui compense un petit peu le retard de développement des blancs. Les blancs ont choisi de retarder cavalier F3 pour éviter le désagréable clouage fou G4 qui aurait mis sous pression le centre. Par conséquent, les blancs ne sont pas encore prêts à roquer, contrairement aux noirs qui peuvent le faire immédiatement. C'est ce que Narciso Dublan a fait d'ailleurs. Les blancs ont de nouveau deux possibilités principales. Dans la partie, Stopa a continué par cavalier F3, mais ce qui a suivi a découragé un petit peu les joueurs par la suite, et récemment, par exemple, Topalov contre Bauer a préféré jouer fou E2 pour retarder encore le développement du cavalier en F3. On reviendra sur cette partie rapidement en fin de vidéo. Est-ce que c'est meilleur de retarder encore le développement du cavalier F3? C'est toute la question. En tout cas, après cavalier F3, les noirs ont agi de manière déterminée. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut traiter la position. Sinon, les blancs stabiliseront leur avantage d'espace en finissant leur développement par exemple avec fou E2, et au bon moment, ils seraient prêts à jouer cavalier G5, H4, H5, sans forcément être pressés s'ils réussissent à nous maintenir à l'étroit. Par conséquent, il faut être réactif ici. Si vous avez envie de chercher vous-même comment Narciso Dublan a réagi dans cette position, je vous invite à mettre pause, mais je vous préviens, il y a des variantes assez longues qui nécessitent un calcul précis, donc prenez le temps. Je vais analyser les caractéristiques de la position et en tirer les conclusions pour le plan des noirs qui s'impose. Tout se joue sur la grande diagonale H8-A1. On a l'impression qu'elle est verrouillée par des pions bien défendus en E5 et D4, mais il y a un talon d'Achille, c'est le cavalier C3 qui pour le moment n'est pas défendu. Je dis pour le moment car ça peut changer, donc il ne faut pas tarder. On a aussi la présence d'un cavalier en F3, vous allez voir que ça rentre en ligne de compte dans certaines variantes. Sinon la combinaison ne fonctionne pas. Quel est le plan des noirs dans cette position? Eh bien, c'est d'ouvrir la grande diagonale, pour justement profiter de son affaiblissement temporaire en C3. Et pour ça, il faut s'attaquer au pion E5 ou au pion D4. On ne peut pas vraiment s'en prendre à lui. Jouer F6, par exemple, ce serait complètement improductif, étant donné qu'il y aurait D5 suivi de E6 et on serait tout simplement étouffé. Donc, il faut s'en prendre au soutien du pion E5. Soit le pion F4, soit le pion D4. Le pion F4
est impossible à attaquer en l'état, mais le pion D4 peut être attaqué, à condition de jouer le coup très fort C5. C'est le coup de la partie. On a l'impression que les noirs donnent un pion, mais ça remplit complètement leurs objectifs stratégiques qui est l'ouverture de la grande diagonale. Le pion ne peut pas rester en D4, puisqu'après fou E2, on échangerait tout simplement. Les blancs seraient déjà obligés de reprendre avec le fou, et on pourrait se développer avec cavalier C6 et renouveler le problème. On menace tout simplement d'échanger en D4 et de prendre en E5. Avec ouverture complète de la grande diagonale et au passage de la colonne D également. Les plans seraient quasiment perdus dans cette position. E prend D6 serait même catastrophique. Après cavalier prend D4, cavalier prend D4 et dame prend D6, on aurait déjà des cibles multiples, toutes sur case noire, et c'est d'autant plus grave qu'il n'y a plus de fou de case noire chez les blancs. Pion F4 en prise, cavalier D4 en prise, cavalier C3 non protégé et toujours dans le viseur du fou G7, sans parler de la sécurité du roi E1 qui n'est toujours pas assurée. Autrement dit, après C5, les blancs ne peuvent pas maintenir un pion en D4 et sont obligés de choisir entre la prise en C5 et la poussée. C'est la prise en C5 qui a été choisie dans la partie, mais regardons quand même ce qui pourrait se passer sur D5, qui a l'air de gagner de l'espace. Eh bien en fait, ça permet aux noirs de remplir leurs objectifs stratégiques. En effet, le pion E5 se retrouve fragilisé, étant donné qu'il n'a plus le protecteur D4, et les noirs peuvent même le fragiliser davantage en clouant le cavalier F3. Le pion E5 est sous pression, attaqué 2 fois, protégé en réalité une seule fois, à cause du clouage, mais le problème c'est que ce pion est lui-même cloué à cause du cavalier C3 non défendu. Autrement dit, ce pion E5 va être perdu. Encore faut-il le gagner dans de bonnes conditions, donc c'est ça qu'il faut regarder rapidement. Après un coup comme tour C1, qui protégerait le cavalier C3, on peut prendre en E5, étant donné que la prise en C5 nous permettrait de prendre en F4 et de rester avec un pion de plus. Et après la reprise du pion, au lieu de prendre ici, ce qui permettrait fou prend C5, ce serait juste un échange, ce serait dommage, eh bien on va simplement se développer par cavalier D7, bien protéger le pion C5, et on cueillera le pion avec le fou, tout simplement. Les blancs ne peuvent plus le défendre. Et si les blancs décident de sacrifier le pion par la poussée E6, on peut récupérer le pion en E6 et rester avec un pion de plus, mais les blancs pourraient avoir éventuellement du contre-jeu. Étant donné que le cavalier ne serait plus cloué, on pourrait imaginer un petit peu de contre-attaque à base de cavalier G5. Non, le plus précis ici, ce serait de jouer fou prend F3 pour détruire la structure de pion des blancs et activer nos pièces par cavalier E5. Là, on poserait vraiment de gros problèmes aux blancs qui devraient trouver les meilleurs coups pour tenir. On aurait en particulier une grosse pression sur la colonne F, un cavalier qui pose la question au pion F3, sans oublier le rayonnement évidemment de ce fou G7. Dans la partie, Stoppa a choisi de rentrer dans la variante principale de la combinaison en prenant en C5 et en acceptant le cadeau. Évidemment, les noirs doivent absolument renforcer la pression sur E5 et pour ça, il ne faut surtout pas dévier ce pion D du pion E5. Le meilleur coup, c'est donc cavalier 6D7. C'est la suite logique de la combinaison. On pourrait croire ici que les noirs sont simplement sur le point de perdre un deuxième pion, mais en réalité, il n'en est rien. Ils ont tout prévu, et grâce à une jolie pointe tactique, non seulement ils vont récupérer un pion, mais en plus, ils vont obtenir suffisamment de compensation pour jouer pour l'initiative. Les blancs sont obligés d'aller jusqu'au bout de la combinaison, parce que s'ils essayent de consolider avec fou D4, les noirs comptent prendre en E5, et s'en prendre ensuite au pion E5 en cas de F prend E5, cavalier C6, tout simplement. Même si on reprend du cavalier ici, ça ne règle pas tout, puisqu'il y a cavalier prend E5, fou prend E5, fou prend E5. Attention à l'échec intermédiaire en C3, donc on est obligé de reprendre avant d'échanger les dames. Le problème, c'est que les noirs, maintenant, peuvent placer dame à 5.
Et on s'en prend non seulement au cavalier, mais en plus au pion C5, sachant qu'il reste une grosse faiblesse en E5, dont on s'occupera plus tard avec les noirs, évidemment, avec cavalier C6. Autrement dit, après cavalier 6 D7, Stoppa n'a pas le choix, il doit jouer C prend D6. Mais après E prend D6, Dame prend D6, on se dit après tout, bah oui, les blancs, ils ont 2 pions de plus. Serez-vous capable ici de trouver la pointe? Si vous avez envie de chercher, mettez pause. Donc je vais donner la solution. Le coup clé, c'est cavalier prend E5 ici, qui était prévu dès le 9e coup des noirs, évidemment. C'est spectaculaire, mais tout à fait logique. Les blancs ne peuvent tout simplement pas reprendre du pion, à cause du clouage sur la grande diagonale. Donc dame prend D6, pion prend D6 et fou prend C3 serait juste catastrophique. Le problème, c'est qu'après cavalier prend E5, la dame D6 est en l'air, et les noirs menacent cavalier prend F3 échec, avec toujours des idées à base de fou prend C3 échec, qui gagnerait du matériel. L'échange des dames a l'air pratiquement obligatoire par conséquent. Surtout qu'on a quand même un roi qui est dans les courants d'air. Donc même si on arrivait à garder les dames dans cette position-là, ce serait très dangereux après l'échange en F3 et la fragilisation de la structure de pion. Donc l'échange des dames est un moindre mal pour les blancs. Dame prend D8. Évidemment, maintenant, on ne reprend pas la dame tout de suite, on place l'échec intermédiaire en F3. C'est pour ça que je disais que cette combinaison est possible parce qu'il y a un cavalier en F3 ici. Donc cavalier prend F3, G prend F3, et maintenant tour prend D8. L'analyse de cette combinaison a nécessité plusieurs digressions, par conséquent il est important de la revoir en entier. Revenons au 9e coup des noirs qui était C5, D prend C5, cavalier 6 D7, renforce la pression sur le pion E5, C prend D6, E prend D6, Dame prend D6, gagne un deuxième pion, cavalier prend E5, laisse la dame sans protection, force l'échange des dames, Dame prend D8, cavalier prend F3 échec intermédiaire, G prend F3 et tour prend D8. L'escarmouche est passée, on va s'arrêter sur la position. Après tout, les noirs ont quand même un pion de moins, et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en échange? Pas mal de choses en fait. Bon, déjà au point de vue provisoire, il y a une menace directe, par conséquent les blancs vont devoir perdre un temps pour défendre ce cavalier. Mais à plus long terme, les blancs sont face à de gros problèmes quand même. Tout d'abord, les pions doublés. Et sur ces deux pions, le pion F4 est une cible idéale. Ce serait d'autant plus facile de l'attaquer si, avec les noirs, on arrivait à échanger ce fou E3 contre le cavalier B8 par exemple. L'activité des pièces pose problème également. Le fou F1 est en effet limité par ses propres pions, donc C4 et F3, et ne peut pas circuler sur la colonne D qui est bien surveillée. Donc une tour active, un fou actif, un cavalier qui va s'activer. Les noirs ont clairement l'avantage dans cette position. En tout cas, une compensation plus que suffisante. Pendant ce temps-là, ce fou a une fonction défensive puisqu'il surveille la case D5, qui était la seule case finalement intéressante disponible pour les blancs. Combiné à la tour, il empêche le cavalier de venir ici. Le plan des noirs est facile à trouver en fait. Il suffit d'amener un cavalier en F5. Donc les prochains coups vont être rapidement joués. Après tour C1, cavalier C6, roi F2. Cavalier E7 se prépare à occuper la bonne case F5. Si les blancs voulaient garder leur fou, ils auraient dû préparer la case D2 pour lui en jouant cavalier E4. Mais après cavalier F5, fou D2, sachant que le fou est protégé par le cavalier E4, l'inconvénient c'est qu'on laisse le fou arriver en D4 et s'activer de manière un petit peu dangereuse. La suite du plan des noirs pourrait être de jouer A5, A4 pour ouvrir l'aile dame et s'infiltrer avec la tour.
Dans la partie, Stoppa a choisi fou E2 et après cavalier F5, il a placé une tour en D1 pour contester la colonne. Les noirs en ont profité pour échanger parce que les blancs ne peuvent pas reprendre de la tour étant donné que le cavalier a besoin de soutien. Donc il faut reprendre avec une pièce mineure. Les blancs ont choisi de reprendre avec le fou. C'était un petit peu plus précis de reprendre avec le cavalier, mais passons. Et maintenant, cavalier prend E3, gagne la paire de fous. Roi prend E3 et tour E8 ici qui est un coup très malin. On menace une découverte et on force les blancs à faire un choix. C'est là que les blancs se sont un petit peu trompés. Le meilleur plan de défense ici, c'était de jouer roi F2. Et par exemple, sur un coup comme fou D4, échec, roi G3, fou F5, qui menace quand même de rentrer en E1, ce qui serait catastrophique. Les blancs ont un seul coup, mais il tient, c'est cavalier E4 qui va rendre le pion en échange de la paire de fous. En effet, après fou prend, pion prend, tour prend, les noirs auraient récupéré leur pion, mais se seraient séparés de leur paire de fous et seraient rentrés dans une finale de fous de couleur opposée, avec des tours, ce qui a de fortes chances d'aboutir à la nulle. Mais les blancs se sont trompés et ont joué roi D3. Ce qui va permettre aux noirs de rentrer dans une bonne version de cette finale. Après fou H6, on récupère forcément le pion. Les blancs décident par conséquent de jouer cavalier D5 pour au moins forcer les noirs à se séparer de leur paire de fous. Mais après, fou prend D5, pion prend D5, fou prend F4. Les noirs obtiennent une excellente version de la finale de fou de couleur opposée à cause de l'attaque double entre H2 et la tour C1. Dans la partie, il y a eu tour C2, on a l'impression que le pion H2 est défendu. Le problème, c'est qu'à cause de la mauvaise coordination des pièces, on peut forcer le fou à gêner sa propre tour. Il aurait suffi ici de venir directement en E1, et fou E2 est le seul coup. Par conséquent, après, on n'a plus qu'à jouer fou prend H2, et le plan de gain des noirs a l'air assez simple. On va d'abord bloquer le pion par fou D6, puis amener le roi en E7, avant de valoriser notre pion passé H. Ça semble être un plan de gain intéressant. Les noirs se sont un petit peu compliqué la vie, alors peut-être qu'ils étaient en manque de temps, mais après tour C2, ils ont d'abord fait échec. Le problème, c'est que ça laisse le roi monter, et après tour E1, fou E2, fou prend H2, la différence, c'est qu'il est prêt à accompagner son pion. Il y a un temps d'écart, mais ça joue vraiment, parce que maintenant, D6 est une menace sérieuse. Donc H5, D6, et les noirs ont un petit peu perdu le fil de leur finale. Il était encore temps de bloquer le pion en D8, mais ça demandait déjà un petit peu plus de calcul. On aurait pu imaginer par exemple le roi G7. L'idée, c'est d'enlever le roi de la 8e rangée pour parer par avance tout échec qui aurait pu survenir. Et après D7, qui est le seul coup pour progresser, fou C7, on est prêt à bloquer le pion sur la case D8. Donc par exemple, roi B5, fou D8, et à cause du fou E2 qui doit être surveillé, tour C8 n'est pas possible. Tour C8, tour prend, et tour D2, ça gagne facilement. Narciso Doublane s'est un petit peu précipité en jouant H4, et après D7, fou C7, roi D5, le fou se retrouve attaqué. Le problème, c'est qu'il ne peut pas trop venir en D8, sinon il y a un clouage meurtrier en C8. C'est pour ça qu'il aurait fallu enlever le roi avant. Après fou D8, tour C8, tour prend E2. La différence, c'est que tour prend D8 se fait sur échec, et qu'après roi G7, évidemment, on a le sacrifice de dégagement en tour G8 échec, suivi de dame. Le fou est donc obligé de venir en B6. F4 pour libérer le fou de case blanche. Roi G7, enfin. On se dégage des échecs sur la 8e rangée, mais c'est un peu tard. Roi D6 menace d'accompagner le pion à dame, avec roi E7. H3.
Avant d'accompagner le pion par recette, il faut absolument s'en prendre à ce pion-là, évidemment. Donc fou G4. Et le pion H est arrêté à temps. À partir de là, c'est beaucoup plus compliqué de gagner pour les noirs. Donc les derniers coups de la finale, ça va être tour E3, tour H2. Et la seule chance de gain pour les noirs, qui était le pion H, va disparaître. Tour D3 échec, roi E7, tour E3 échec, roi D6. Et la nulle va être conclue avec répétition de coups, parce que les noirs n'ont rien de plus satisfaisant. Donc ça sera tout pour cette partie. On voit bien qu'après la combinaison du 9e coup, les noirs n'ont jamais été inquiétés et qu'ils auraient pu même prendre l'avantage en finale. Avant de revenir sur l'alternative à cavalier F3 qui était fou 2, je vais m'arrêter un instant sur le plan à base de C5 et la manière d'envisager les ouvertures de manière générale. Est-ce que ce plan qu'on a vu à base de C5 est typique uniquement de la variante des 4 pions de la Luckine ? Non, en réalité. On peut la retrouver dans d'autres ouvertures, comme l'Est indienne en particulier. Et ça nous apprend une chose essentielle. Aux échecs, l'important n'est pas de connaître une ouverture pour la réciter et ressortir exactement les mêmes plans uniquement dans cette ouverture-là. C'est d'élargir sa connaissance pour être capable d'appliquer dans d'autres contextes ce qu'on aura appris avec notre ouverture. Pour illustrer mon propos, je vais montrer rapidement une partie de Fischer où le même plan est adopté. On est en 1960 aux Olympiades et Fischer joue avec les Noirs contre Letellier Martner, joueur chilien. Les deux joueurs vont rentrer dans une Est indienne, variante des 4 pions, et vous allez voir que les thèmes vont sérieusement nous faire penser à la partie qu'on a analysée. En effet, Fischer a joué C5 pour briser le centre des Blancs. Et après D prend C5, évidemment, il ne peut pas reprendre en E5 parce que la dame D8 n'est pas protégée. Mais cavalier C6 est très fort puisque ça renforce la pression au centre alors que la grande diagonale menace de s'ouvrir. Donc je montre rapidement les coups qui ont suivi. C prend D6, E prend D6 et les blancs, sous pression, ont commencé à déjouer un petit peu déjà. Même si leur position était déjà compliquée à jouer. Ils ont joué cavalier E4 pour renforcer la pression en D6. Mais la pression sur la diagonale est trop forte. Après fou F5, de toute façon, le cavalier est obligé de se reculer en G3 et les noirs ont donc gagné un temps important. Ils ont une avance de développement déjà considérable. Le problème, c'est que les blancs n'ont pas le temps de régler tous leurs problèmes. Cavalier F3, on rend le pion, mais Fischer ne l'accepte même pas. Il joue dame C7 à la place. Parce que sur un coup comme E prend D6, il y aurait eu cavalier prend D6, avec deux menaces différentes. Attaque sur le pion B2, donc sur la grande diagonale, et attaque sur le pion C4. Le problème, c'est que les menaces sont trop fortes et on ne peut pas défendre correctement dans cette position. Même après dame C2, il y aurait par exemple cavalier prend C4. Puisqu'il y a cavalier B4 dans l'air. Cavalier B4 donne une position déjà gagnante. Autrement dit, après dame C7, les noirs vont récupérer leur pion dans de bonnes conditions. Et Fischer a fini par gagner cette partie en 23 coups. Je vais vous montrer la fin de la partie sans commentaire, parce que le tableau de maths final mérite le détour. Après dame C7, dame B1, D prend E5, F5, qui essaye de brouiller les cartes, E4, bon coup, F prend E6, E prend F3, la position blanche s'ouvre complètement, J prend F3, F5, menace une fourchette, F4, cavalier F6, fou E2, tour F8, va récupérer le pion E6 avec attaque, roi F2, tour prend E6, tour E1, tour à E8, fou F3, et maintenant, c'est le début du festival, avec tour prend E3, tour prend E3, tour prend E3, roi prend E3, et maintenant une pointe magnifique, que je vous laisse chercher si vous voulez. Donc vous pouvez mettre pause si vous avez envie de trouver le chef-d'œuvre final de Fischer. Eh bien, le coup gagnant,
c'est dame prend F4 échec. Sacrifice de dame, et la dame ne peut tout simplement pas être prise, parce que sur roi prend F4, il y a un mat magnifique, avec fou H6. Que reste-t-il alors après dame prend F4? Il reste uniquement roi F2. Mais après cavalier G4 échec, roi G2, cavalier E3 échec, roi F2 et maintenant cavalier D4, les noirs vont reprendre en F3 et il va y avoir mat en quelques coups. Pour terminer cette vidéo, je vais revenir sur une alternative à cavalier F3 qu'il faut connaître. Cette alternative, c'est fou E2. Elle a été introduite à haut niveau pour la première fois il y a très peu de temps, puisque c'est apparu en 2021 dans une partie entre Topalov et Bauer au top 12 du championnat de France. Quelle est l'idée? L'idée, c'est de rendre inopérantes toutes les percées à base de C5, étant donné que ces percées, on l'a vu dans la partie qu'on a analysée, ne fonctionnent que parce qu'il y a un cavalier en F3 qui permet à un moment donné au noir de prendre sur échec en faisant échec intermédiaire. Comment faut-il poursuivre par conséquent? On doit commencer par prendre au centre. Évidemment, les blancs n'ont pas intérêt à reprendre du pion D, parce que sinon, là, on pourrait s'en prendre au pion E5 de nouveau en jouant F6. Et on se libérerait avec les noirs sans trop de problème. Ce qui veut dire que les blancs sont pratiquement obligés de reprendre du pion F. Maintenant, évidemment, F6 est absurde, puisqu'après F6, on aurait D5, et après C5, cavalier C8, G4, on se ferait complètement étouffer. Après fou D7, E6. Je donne cette ligne à titre d'exemple, mais vraiment, ça montre que F6 ne doit pas être joué n'importe comment. Donc après F prend E5, il faut trouver un autre moyen de s'en prendre au pion E5. Et encore une fois, on s'en prend au pion E5 en attaquant d'abord la base. Encore un exemple qui montre que travailler les ouvertures et les thèmes associés aux ouvertures permet de maîtriser des méthodes d'attaque aussi. C'est important de s'en prendre à la base d'une chaîne de pions avant de s'en prendre à la pointe. Donc, C5 fragilise E5. Le problème, c'est que les blancs peuvent prendre de l'espace avec D5, et dans la partie, Christian Bauer a répondu par fou F5, mais on va voir que ça va poser des problèmes au niveau de la coordination des pièces noires. Regardons ce qui s'est passé après fou F5. Les blancs ont tout d'abord défendu leur cavalier C3. Ça ne les dérange pas de laisser le pion E5 dans cette position, parce qu'après fou prend, il y aurait cavalier F3 qui gagnerait un temps sur le fou. Et si on veut protéger ce pion C5, on est obligé de replier notre fou en D6 et de quitter la protection de notre roc. Par conséquent, il y aurait une bonne compensation pour le pion pour les blancs. Un coup simple comme fou H6 serait déjà très désagréable. Après tour C1, les noirs auraient intérêt à défendre le pion C5. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire en venant en D7, parce que le fou se retrouverait enfermé. Et du coup, G4 gagnerait une pièce pour les blancs. Pour la même raison, E6 est impossible, à cause de G4. Après tour C1, Christian Bauer a donc continué par cavalier A6 pour protéger le pion C5, mais après cavalier F3, cavalier D7 et fou F4, les blancs ont vraiment commencé à consolider leur possession du centre. Et on arrive dans une position critique quand même. La partie a continué par dame B8, et là, Topalov a raté l'occasion de prendre un avantage stable. C'est ça l'enjeu de cette variante en fait, c'est d'arriver à stabiliser l'avantage. Les blancs ici ont continué par D6, et après E prend D6, E prend D6, les noirs ont fini par survivre, parce qu'ils ont enfin réussi à ouvrir la grande diagonale. Au lieu de ça,
les blancs auraient pu prendre un avantage vraiment durable et assez facile à garder en jouant ici petit roc. Et après, cavalier prend E5, le très subtil roi H1, qui évite la prise en F3 sur échec. Et par conséquent, ce cavalier E5 reste cloué, ce qui est très désagréable. Le problème, c'est que pour le déclouer, la seule manière serait de le protéger d'abord par F6 avant d'enlever la dame. Et dès qu'on joue F6, évidemment, notre structure de pion se retrouverait réellement endommagée. Et l'avantage blanc serait durable. C'est pour ça qu'après D5, le meilleur coup, ce serait finalement de revenir en C8. Et ça nous fait penser à la partie qu'on abordera bientôt, la deuxième partie complète sur la variante des 4 pions. Ce coup n'a jamais été joué, mais il mérite d'être exploré car les modules le considèrent comme supérieur à fou F5. La différence, c'est que maintenant la case D7 est disponible pour un cavalier, étant donné que le fou ne se retrouverait pas enfermé en F5. Le pion E5 ne va pas tenir en réalité. On pourrait regarder ici plusieurs variantes comme fou prend C5, cavalier 6 D7, très important de ne pas prendre le pion E5 tout de suite, et après fou D4, on reprendrait mais avec le cavalier par exemple. C'est déjà intéressant. Après fou F4, on pourrait s'en prendre au pion central en jouant E6, étant donné qu'on n'aurait pas à craindre l'enfermement du fou cette fois, étant donné qu'il est du bon côté et pas enfermé en F5. Et maintenant, sur D6, cavalier 6 D7 renforce la pression sur E5, et cavalier F3, cavalier C6 finit le travail. On va gagner le pion E5. Les blancs peuvent donc essayer de consolider le centre par cavalier F3 sans avancer le pion D, mais après E prend D5, E prend D5, on joue fou G4, et on continue notre plan, qui va être de harceler le pion E5. En plus, maintenant, on a la possibilité de rajouter la tour. Tout ça donne des plans intéressants. Enfin, un coup comme tour C1 nous laisserait l'occasion de jouer cavalier 6 D7. Encore une fois, on ne prend pas en E5 avec le fou, d'abord on défend le pion C5. Et la subtilité, c'est qu'après cavalier F3, cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, permet, après fou prend C5, de jouer dame C7. Attaque double entre le fou et le pion H2. Dans cette ligne, le roi blanc n'apparaît pas en grande sécurité en plus. Donc on va gagner un pion avec un roi qui n'est pas vraiment bien placé pour les blancs. Il faut vraiment être stockfish pour aimer les blancs dans cette position. En tout cas, cette ligne mérite vraiment d'être explorée, mais je doute vraiment que vous la rencontriez au niveau amateur. C'est en revanche à suivre au niveau professionnel. C'est même probable. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Les parties sont en lien dans la description si vous voulez reprendre ces parties au calme sur chess.com. Je les ai mises dans ma collection, donc les 3 parties que j'ai abordées dans cette vidéo. Et nous aborderons dans une prochaine vidéo l'autre alternative par rapport à B3 qui est D5.